La dernière nouvelle concernant, tu sais, le F-15 abattu par le système de défense aérienne iranien, quand au début, le CENTCOM a refusé de reconnaître ce qui s'était passé, ils ont dit que c'était une fausse information. Puis plus tard, ils ont fini par admettre que non, il avait bien été touché. Et Donald Trump a été informé de la situation. C'était un F-15E, avec 2 pilotes à bord. L'un d'eux aurait été secouru par les États-Unis et Israël, semble-t-il, et l'autre, selon des informations non officielles en provenance d'Iran, serait entre les mains iraniennes. Je ne sais pas à quel point c'est exact. C'est possible, c'est possible. On peut aussi se faire tuer. C'est très facile de mourir en essayant de sortir de l'un de ces avions. Oui, oui. Et que savons-nous jusqu'à présent du système de défense aérienne iranien? Parce qu'hier, Donald Trump est sorti en déclarant que tout avait été détruit. Les capacités, les drones, les systèmes de défense aérienne, les missiles, tout détruit. Et il suggérait simplement aux pays qui rencontrent des difficultés avec la situation dans le détroit d'Ormuz que tout est prêt, qu'ils n'ont qu'à y aller et le prendre, le détroit d'Ormuz. Quelle est votre compréhension du champ de bataille aujourd'hui? Eh bien, permettez-moi de dire très franchement que je n'ai aucune information directe à ce sujet, mais je pense, spéculer d'une manière qui pourrait être utile. J'ai été méfiant, et encore une fois, je veux être très clair, ce ne sont que des suppositions de ma part. Quand j'observe la manière dont les Iraniens mènent la guerre dans les zones où je peux comprendre ce qui se passe, il m'apparaît très clairement qu'ils ont réfléchi de façon extrêmement approfondie à la manière dont ils allaient mener cette guerre. Il n'y a aucun doute dans mon esprit à ce stade. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque aspect de la guerre a été étudié en profondeur, ni que chaque partie du plan pourra être exécutée avec succès. Cependant, il existe des images que l'on peut trouver. En fait, je les regardais encore l'autre jour. Malheureusement, je ne les ai pas incluses dans mon exposé d'aujourd'hui, mais il y a des images montrant des tunnels souterrains remplis d'intercepteurs de défense aérienne, littéralement bondés. En voyant cela, j'en suis venu à supposer, et je tiens à souligner qu'il s'agit bien d'une supposition, que le plan de défense aérienne iranien consistait à accepter de subir d'emblée des dégâts très importants sur ces défenses aériennes. Parce qu'une fois que vous déployez l'un de ces systèmes, vous savez, c'est presque comme la guerre de tranchées. Se lever avec un gilet orange vif et crier « Venez me chercher ». Une fois que ce radar commence à émettre face à un adversaire avancé, comme les Israéliens ou les Américains, il devient vraiment difficile de maintenir l'un de ces systèmes en fonctionnement. Cependant, une très bonne stratégie, et c'est à cela que je pensais plus tôt, et je crois que nous commençons à la voir se concrétiser, consisterait à garder ces défenses aériennes sous terre et protégées, tout en acceptant que celles qui sont exposées seront détruites assez rapidement et efficacement. Mais à mesure que la guerre se poursuit, il est impossible de maintenir des avions au-dessus des zones cibles en permanence. Les avions de combat ne peuvent rester qu'une heure ou deux au-dessus d'une zone cible, au mieux. Ils consomment du carburant très rapidement lorsqu'ils sont au-dessus d'une cible, car on ne peut pas simplement flâner tranquillement. On peut être attaqué à tout moment, donc il faut être prêt à enclencher les post-combustion. Il faut pouvoir se déplacer vite pour manœuvrer. Il faut être rapide pour manœuvrer face aux intercepteurs. Il m'a donc semblé, je faisais une supposition au début, et bien sûr cela reste une supposition aujourd'hui, que ce que faisaient ou allaient faire les Iraniens avec leur défense aérienne, c'était de les garder en grande partie protégés et de temps en temps d'en déployer une, probablement
en se basant d'abord sur des informations visuelles plus que sur autre chose, avant d'allumer un radar et de réellement viser une cible. Et ce n'est pas impossible à faire. Les avions, tout comme les drones, font beaucoup de bruit. Vous devriez pouvoir entendre des avions à des dizaines de kilomètres si vous disposez de bons capteurs acoustiques. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques capteurs acoustiques de la Première Guerre mondiale. C'est un peu une plaisanterie, mais ils sont bien réels. Et ils ont été utilisés et utilisés efficacement. Donc ce que vous faites, c'est examiner la scène en utilisant des capteurs bien moins qu'optimaux. Mais souvenez-vous, vous avez un adversaire qui patrouille constamment dans votre espace aérien, à la recherche de cibles. Et ce qui se passe alors, c'est que vous obtenez des cibles d'opportunité. Et lorsque vous obtenez des cibles d'opportunité, vous disposez d'un système radar relié au système acoustique, ou peut-être à un système infrarouge. L'infrarouge est difficile à utiliser pendant la journée, mais la nuit, il peut permettre de repérer des cibles aériennes. Cependant, je pense qu'il s'agit plutôt de systèmes acoustiques, car ils sont loin d'être aussi inefficaces qu'on le croit. On peut obtenir une portée de 10 ou 15 km avec un système acoustique contre un avion à réaction. C'est tout ce dont on a besoin, car ils passeront au-dessus de votre zone. Si vous êtes à Téhéran, vous pouvez en avoir partout. Ainsi, une fois que vous en avez plusieurs en fonctionnement et que vos défenses aériennes restent en grande partie silencieuses, vous les utilisez lorsque des occasions se présentent. Et c'est probablement comme ça que nous avons perdu ce F-15. Nous, les Américains. C'était un F-15 américain, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est aussi comme ça que nous avons perdu un F-35. Vous savez, parce qu'ils sont furtifs, mais ils font du bruit. Et quand on est proche, le radar a assez de puissance pour vous suivre. C'est difficile de vous repérer dans le brouillage, surtout quand vous avez une faible surface équivalente radar. Vous volez bas, vous avez généralement un soutien de brouillage quand vous approchez. Le brouilleur, bien sûr, comme vous avez une petite surface équivalente radar, n'a pas besoin de crier très fort. C'est un peu comme vous savez, quand on s'approche discrètement de quelqu'un dans un environnement très bruyant, c'est plus facile de se faufiler. On peut marcher sur une brindille sans être entendu. C'est pourquoi une petite section radar équivalente est très efficace, surtout lorsqu'elle est combinée à du brouillage et à d'autres aides. Mais ces gars-là n'ont probablement pas tout ce soutien de contre-mesures électroniques en permanence. Alors les Iraniens sont là, conscients qu'un seul avion de chasse, c'est quelque chose d'important. Ils n'ont pas abattu 50 ou 100 avions, ce qui serait militairement plus significatif. Mais un seul avion, c'est déjà un très gros événement, parce que c'est un avion occidental. On peut perdre des pilotes, ils peuvent être capturés, et si des pilotes sont tués, cela a aussi un très fort impact psychologique. Et le fait que vos avions ne soient pas invulnérables rend les pilotes très prudents. Par exemple, on l'a vu pendant la guerre du Golfe en 1991, donc il y a environ 30 ou 35 ans, lorsque nous, les Américains, avions des avions au-dessus de l'Irak en permanence à la recherche de véhicules de lancement de Scud. À l'époque, des Scud étaient lancés, des missiles à plus courte portée d'environ 600 km. Et il s'est avéré que la première chose que font les pilotes lorsqu'ils voient un lancement de Scud, c'est d'entamer des manœuvres d'évitement, car ils ne savent pas s'il s'agit d'un missile solaire. Donc la première chose qu'ils font, c'est, vous savez, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est pour ça qu'on ne veut pas mourir. Vous n'avez pas le temps de réagir s'il s'agit d'un missile solaire. Ensuite, il vous faut un certain temps pour comprendre que ce n'est peut-être pas un missile solaire.
Et à ce moment-là, le Scud a déjà disparu. Le lanceur peut aussi avoir disparu, car à ce stade, il a peut-être, vous savez, filé sous un pont ou un abri. Il s'est donc avéré à la fin de la guerre que même si nous avions déclaré avoir détruit de nombreux lanceurs de Scud, nous n'en avions en réalité détruit aucun. Une vaste étude sur la puissance aérienne a été menée après la guerre du Golfe de 1991. Et dans cette étude, réalisée avec accès à toutes les informations classifiées puisque c'était après la guerre et que ce n'était plus politiquement sensible, ils ont découvert qu'aucun lanceur de Scud n'avait été détruit, même si nous pensions probablement honnêtement en avoir éliminé un grand nombre. Ainsi, beaucoup de camions de lait et de camions-citernes ont sans doute été touchés, des innocents tués, mais aucun lanceur de Scud. Je soupçonne que ce qui se passe maintenant, c'est un jeu du chat et de la souris auquel les Iraniens se livrent. Ils laissent nos pilotes, les pilotes américains et israéliens, comprendre que, même s'ils rôdent là-haut à la recherche d'une cible, il y a quelque chose en bas qui peut surgir à tout moment et les abattre. Il ferait donc mieux d'être extrêmement vigilants. Et cela les rend justement trop prudents, ce qui réduit leur efficacité, car leur attention se trouve divisée. Donc, je suppose que c'est ce qui se passe. Et si cette hypothèse est correcte, les Américains et les Israéliens perdront d'autres appareils. Pas beaucoup, mais suffisamment. Chaque fois qu'un pilote décolle, il sait qu'il y a une réelle possibilité qu'un intercepteur sérieux et performant soit tiré contre lui. Les intercepteurs modernes sont extrêmement difficiles à contrer avec les avions actuels. Leur agilité est très élevée. Et les algorithmes de poursuite sont extrêmement efficaces. Ils ont une probabilité assez élevée de vous atteindre, et ils arrivent à grande vitesse. Vous pouvez avoir de la chance et en éviter un, mais la raison pour laquelle on tire 2 intercepteurs sur un avion n'est, soit dit en passant, pas nécessairement. Nous tirons bien 2 intercepteurs sur des missiles balistiques. Mais il y a en réalité une autre raison à cela. La raison pour laquelle on tire 2 intercepteurs sur un avion, c'est que l'avion, le pilote, va tenter une manœuvre d'évitement s'il voit l'intercepteur arriver. Lorsqu'il effectue cette manœuvre d'évitement, il perd de la vitesse. L'avion vole beaucoup plus lentement, car cette manœuvre soudaine crée beaucoup de traînées. À ce moment-là, il avance plus lentement, et il faut du temps pour regagner de la vitesse. Le deuxième intercepteur arrive 2 ou 3 secondes après le premier, et il va très vite, alors que la capacité de manœuvre de l'avion est beaucoup plus limitée. C'est pour cela qu'on tire 2 intercepteurs contre les avions. Contre les missiles balistiques, si l'on disposait d'une forte probabilité d'interception, comme les Israéliens le prétendent à tort à propos de leurs intercepteurs antimissiles, on ne tirerait pas vraiment 2 intercepteurs sur une même cible. Car si j'ai une probabilité de 0,9 de toucher un missile, ce qui correspond à peu près à ce qu'ils affirment, alors si je tire 2 missiles, j'ai une probabilité de 0,99 de toucher la cible. En effet, avec une probabilité de 0,9 une fois sur 10, le missile serait manqué. Donc lorsque je tire sur ce 1 sur 10 qui passe à travers, j'en détruis 9 sur 10 de ceux-là aussi. Au total, ça me donne environ 99% de chance de détruire le missile entrant. Mais si je dispose d'un nombre limité d'intercepteurs, la chose intelligente à faire est de ne tirer qu'un seul intercepteur par missile, car j'abats 90% des missiles entrants. Et j'en abats toujours 90% à chaque fois que je tire un intercepteur. Alors que si j'en détruis 99%, mais que j'utilise 2 intercepteurs, j'épuise mes capacités beaucoup plus rapidement. C'est une autre raison pour laquelle, quand on voit tous ces intercepteurs dans le ciel au-dessus d'Israël, on se demande pourquoi quelqu'un qui sait ce qu'il fait tirerait autant d'intercepteurs.
On constate aussi qu'ils ne touchent pas leur cible, car on sait à quoi ressemble une interception. Toutes les données, si l'on sait les interpréter, indiquent une performance très faible contre les missiles balistiques. Et en fait, je le dirais clairement, une très, très grave erreur stratégique dans la gestion des forces d'interception dont ils disposent. En réalité, je pense, et je le montrerai dans l'une de mes diapositives, nous en parlerons davantage, qu'Israël a commis une erreur stratégique dans l'utilisation de son système d'interception Iron Dome, car l'Iron Dome n'a en fait aucune capacité contre les missiles balistiques. C'est évident, on peut le constater. Il tire des intercepteurs, comme je l'ai montré dans des diapositives précédentes. Je peux y revenir si vous souhaitez en discuter davantage. On voit tous ces intercepteurs dans le ciel face à un seul missile balistique, et rien n'est touché. Même lorsqu'ils atteignent quelque chose, ils ont tiré 5 ou 7 intercepteurs. C'est insensé. Or, ces intercepteurs sont extrêmement efficaces contre les drones et les missiles de croisière. Un drone ou un missile de croisière est plus facile à atteindre qu'un avion. En général, ils ne vont pas aussi vite. Ils ne réagissent pas et ne manœuvrent pas quand on fonce sur eux. Ce sont des cibles faciles pour un intercepteur du dôme de fer. Le missile balistique, lui, ne l'est pas. Utiliser un intercepteur contre un missile balistique est du gaspillage. Mais contre un drone, non. Ils ont donc probablement un taux d'interception supérieur à 90% contre les drones lorsqu'ils les détectent. Alors, pourquoi avoir gaspillé tous ces intercepteurs? C'était une erreur stratégique. Ils auraient dû les garder pour la guerre des drones qui, comme on le sait, faisait partie du plan iranien. Pour être tout à fait honnête, cela me surprend un peu, car au fil des décennies, j'ai connu beaucoup d'Israéliens. Pas tous, seuls certains sont des amis, car beaucoup de ces types, je n'ai aucune envie d'avoir affaire à eux, mais j'en ai connu beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup. Souviens-toi, je suis dans une université prestigieuse. Nous avions un grand programme, un programme de sécurité internationale, et j'ai reçu des invités venus d'Israël. J'ai donc appris à connaître pas mal de ces personnes, et elles sont formidables. Même si je ne voudrais pas forcément fréquenter toutes, elles sont toutes extrêmement intelligentes. Et ce n'est pas parce que les Juifs sont intelligents, comme certains le diraient, c'est parce que Israël est toujours en guerre, même quand il ne déclenche pas de conflit. Alors, quand on est jeune, et que les jeunes ont tendance à être plus idéalistes et ambitieux, ils veulent faire des choses qu'ils estiment les plus utiles à leur société. Et les esprits les plus brillants sont orientés culturellement vers des voies différentes. Vous savez, si vous grandissez en Iran, où l'éducation est très valorisée, en particulier l'éducation technique et scientifique, et que vous êtes brillant, la tendance est de se diriger vers l'un de ces domaines où les gens vous respecteront et où vous avez aussi le sentiment de contribuer à votre pays. Ainsi, ils obtiennent des personnes très très intelligentes. En Israël, c'est la même chose, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, on trouve des personnes intéressées par les activités militaires, mais elles ne sont pas nécessairement intelligentes. Certaines le sont. Mais l'une des choses qui m'a toujours frappé lorsque j'étais au Pentagone, et plus tard, quand j'ai rencontré tous ces Israéliens, c'est à quel point l'Israélien moyen impliqué dans les questions de sécurité nationale est plus intelligent que son homologue américain. Et cela s'explique par le fait que toutes sortes de personnes s'intéressent à la sécurité nationale, mais qu'il n'y a pas la même attraction pour elles ici. Vous savez, si vous sortez du MIT ou d'une autre université compétitive, ou même d'une université moins compétitive, mais que vous avez beaucoup de talent, car beaucoup de talents viennent justement de ces universités moins compétitives, et que vous êtes vraiment brillant,
et souhaitez faire une différence, vous allez travailler pour AMD, Intel ou une entreprise de ce genre, parce que c'est là que se trouve la frontière du développement économique et commercial. Ou, vous savez, si vous vous intéressez à l'armée, vous pourriez vous y engager parce que vous avez un passé militaire. Aux États-Unis, nous avons tous ces personnages. Ce sont des gens du Sud, vous voyez. Et le Sud a une longue tradition de service militaire. Et ces familles-là, ce sont des familles d'élite. Elles ont tendance à être très bien éduquées. Vous savez, quand vous rencontrez un officier américain très instruit et accompli, il y a de fortes chances qu'il vienne du Sud. Nous en avons aussi venant du Nord, bien sûr, parce qu'il existe ces traditions culturelles. Et donc, quand on regarde ce faux pas stratégique, cette erreur stratégique, concernant l'utilisation des intercepteurs du dôme de fer, on ne peut que se gratter la tête. Il faut se demander pourquoi. Comment les Israéliens ont-ils fait? Eh bien, je suppose qu'ils se sont convaincus eux-mêmes. Ils sont devenus victimes de leur propre propagande. Ils mentaient tellement sur les performances de ce système que, pour des raisons politiques ou de perception, ils ont estimé devoir continuer à tirer des intercepteurs sur des missiles balistiques. Sans résultat, mais en essayant de faire croire à la population que cela fonctionnait. Mais c'était une très mauvaise décision, car maintenant, ils manquent d'intercepteurs, en plus de tous les autres problèmes qu'ils ont. Donc je pense que cet incident avec le F-15 n'est que la partie émergée d'un immense iceberg. L'histoire tranchera, mais c'est mon hypothèse sur ce qui se passe. Ted, tu as mentionné la situation concernant les missiles balistiques et les drones iraniens. Comment vois-tu l'Iran réagir aux attaques sur son territoire? Sur leur territoire. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est qu'ils se concentraient surtout sur les radars. Et vous savez, oui, mais une fois qu'ils en auront fini avec les radars, ils reprendront leurs activités sans aucune interruption. Ils feront ce que les Américains pensaient qu'ils allaient faire. Les Américains pensaient qu'ils détruiraient tous les radars iraniens, puis qu'ils voleraient tranquillement en mâchant du chewing gum, en grignotant des biscuits et en bombardant des cibles iraniennes. C'est ce qu'ils voulaient faire, et c'est ce que les Iraniens semblent avoir réussi à les empêcher de faire. Je ne pense pas, à mon avis, les défenses aériennes iraniennes ne seront pas particulièrement solides, parce que vous savez, on ne peut les neutraliser qu'occasionnellement et tendre des embuscades. Mais cela a un effet à long terme, car les Iraniens jouent sur la durée. Ils ont compris dès le départ qu'ils allaient être frappés très durement au début. Ils l'ont compris. C'est pour cela que tout est souterrain. C'est pour cela qu'ils ont passé des décennies à construire toutes ces impressionnantes structures de tunnels souterrains, ces installations de production, ces infrastructures de combat. Quand on regarde les photos de ces tunnels souterrains, c'est impressionnant. Elles sont grandes et spacieuses, ce qui est bien, car on veut pouvoir y faire des choses à l'intérieur. Elles disposent de lanceurs qui peuvent être déplacés dans le tunnel et lancés depuis différentes sections. Je n'ai pas vu de photographie de cela, mais je suis sûr que les tunnels ont des passages latéraux dans lesquels on peut entrer, avec des portes d'où l'on peut lancer un missile. Si l'on attaque l'ouverture après un tir, on peut réparer ce tunnel, car, vous savez, ce n'est qu'un tunnel qui y mène. Il y a là-dedans du matériel pour réparer les dégâts, et on peut relancer des missiles plus tard, car l'avion ne peut pas simplement rester là. Il n'y a pas quelqu'un là-dehors, assis avec un fusil de chasse, attendant que le prochain missile sorte du silo. Vous savez, les avions ont un temps limité au-dessus des cibles. Et non seulement ils ont un temps limité au-dessus de la cible, mais pendant ce temps,
ils sont potentiellement menacés par un intercepteur de défense aérienne. C'est donc une stratégie très sérieuse et mûrement réfléchie de la part des Iraniens. Je ne pense pas que ce soit un accident. Je pense que vous verrez probablement davantage d'avions perdus avec le temps. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura un grand nombre, mais je ne suis pas certain que cela ait de l'importance. Vous savez, ils tirent. Nous avons aussi perdu un autre F-16 au-dessus de l'Arabie saoudite. Il a été touché par quelque chose. Oui, voilà. Donc cela va continuer. Les pilotes vont comprendre qu'ils n'ont pas carte blanche. Et vous savez, les pilotes sont des professionnels. Ils vont faire ce qu'on leur demande. Ce sont des soldats. Mais vous savez, on ne se comporte pas de la même manière quand on est dans une tranchée à combattre un adversaire et qu'on sait qu'il y a des tireurs embusqués. On ne sort pas la tête aussi souvent. Cela veut dire qu'on ne voit pas toujours tout ce qui se passe autour de soi. Et donc, c'est ce que ces embuscades intermittentes de défense aérienne vont provoquer tout au long de la guerre. Et je m'attends à ce qu'elles continuent. Elles pourraient s'aggraver, devenir plus efficaces, car à mesure que les Iraniens développent leur tactique, ils pourraient mieux utiliser ces défenses. Donc, je pense que c'est mon hypothèse, c'est juste une supposition sur ce qui se passe. Ils ont tous ces intercepteurs stockés sous terre. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils devaient savoir que les systèmes de défense aérienne qu'ils avaient en surface allaient être détruits très tôt dans la guerre. Et une fois qu'ils sont détruits, une fois que les radars sont mis hors service, ils ne peuvent plus se défendre. Ensuite, on s'assure de détruire chaque intercepteur qu'on peut trouver, parce qu'on ne veut pas que ces intercepteurs soient transférés vers un site opérationnel quelque part. Les Iraniens ont compris cela, et il me semble qu'ils y ont réfléchi. Pourquoi ne pas jeter un œil à la deuxième diapositive? Laisse-moi juste le retrouver. Je voulais simplement noter quelques idées, vous savez, les écrire pour mieux me concentrer dans cette discussion. Tout d'abord, je l'ai déjà mentionné, il y a eu une gestion stratégique extraordinairement mauvaise des moyens de défense aérienne. Les Israéliens ont tiré beaucoup de missiles Patriot qui sont inefficaces contre les missiles balistiques. Par exemple, tout ce discours que vous entendez maintenant sur le fait qu'il manque d'intercepteurs, que les missiles balistiques vont devenir plus efficaces. En réalité, les missiles balistiques ont été efficaces tout au long de la guerre. Cela n'a guère changé. Ils sont peut-être légèrement plus efficaces maintenant parce que 5% ou 3% d'entre eux ne passaient pas auparavant. Mais vous savez, 3 sur 100, ça fait encore beaucoup d'impact. Ainsi, les défenses aériennes ont eu très peu d'effet. C'était une mauvaise stratégie de tirer de nombreux intercepteurs sur des missiles balistiques. Il aurait fallu les conserver pour la deuxième phase de la guerre, lorsque les drones allaient commencer à devenir importants. Et il fallait savoir que les drones allaient devenir importants, car ils sont précis, comme je l'expliquerai plus tard. Et parce qu'ils sont si précis et programmables, ils sont extraordinairement efficaces pour causer des dégâts. C'est donc une erreur stratégique que les Américains comme les Israéliens ont commise. Il y a aussi d'autres, je ne sais pas si on peut les appeler des erreurs, mais d'autres évolutions extrêmement importantes. L'Iran dispose désormais de données satellitaires très récentes et à haute résolution sur les cibles qu'il pourrait viser, fournies par la Chine et la Russie. Maintenant, encore une fois, laissez-moi développer un peu, car on en parle beaucoup. D'un point de vue très étroit, on entend surtout aux États-Unis des gens favorables à ces guerres, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais qui les soutiennent, dire « Oh, ces maudits Russes, ils leur donnent de l'aide avec les satellites. » Eh bien, il faut leur rappeler que les États-Unis fournissaient des données satellitaires aux Ukrainiens.
Et non seulement les États-Unis donnaient des données satellitaires aux Ukrainiens, mais ils leur fournissaient aussi des missiles. Les missiles que les États-Unis leur fournissaient étaient utilisés contre les Russes sur le territoire russe. Vladimir Poutine et d'autres porte-paroles russes l'ont clairement indiqué. Si vous faites cela, nous saisirons l'occasion, le moment venu, pour vous le rendre. Et cela aurait dû être parfaitement compris. C'était ce qui allait se produire. Ainsi, la possibilité que ces images satellites à haute résolution soient disponibles en temps voulu est également importante. Par exemple, avec un radar Patriot, on peut le déplacer chaque jour. Mais si je sais qu'il y a une heure, un radar Patriot fonctionnait à un endroit donné, il est très peu probable qu'il se trouve ailleurs une heure plus tard. Un jour plus tard, peut-être. Mais une heure plus tard, probablement pas. Donc maintenant, si nous revenons à cette diapositive, nous avons le point suivant. La capacité des drones à exécuter des communications bidirectionnelles est extrêmement importante, car je vais montrer comment ces drones communiquent. Nous disposons désormais de détails techniques clairs sur les systèmes de communication. Un drone peut être équipé d'une caméra. Vous pouvez avoir un drone qui fonctionne lorsque vous lui dites « Va à cet endroit », latitude, longitude et altitude, et où que tu ailles, tu rencontreras quelque chose. Cela sera précis à quelques mètres près, mais les objets changent. Il se peut que vous n'ayez pas mesuré correctement l'emplacement. Si vous mesurez la position depuis l'espace, vos mesures peuvent être inexactes. Et bien sûr, si les choses peuvent bouger, elles sont difficiles à atteindre. Mais maintenant, si le drone peut avoir une caméra vidéo et envoyer le signal vidéo à un satellite Starlink, gardez bien à l'esprit qu'il existe facilement 1 million de terminaux satellites mobiles Starlink disponibles. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble l'un de ces appareils. Il fait environ 30 cm de côté, pèse environ 200 grammes et consomme entre 20 et 30 watts de puissance. Facile à faire fonctionner. On peut obtenir environ 30 mégabits par seconde en liaison montante. Eh bien, c'est largement suffisant. 4 ou 5 mégabits par seconde permettent une vidéo complète et même quelques mégabits par seconde suffisent pour une vidéo en basse résolution. 10, 20, 30 images par seconde. C'est largement assez pour se caler sur une cible. Ensuite, le signal monte vers le réseau Starlink et l'information passe par des liaisons laser vers d'autres satellites jusqu'à atteindre celui par lequel la communication doit redescendre. L'opérateur de l'autre côté voit l'image, envoie des commandes au drone et le drone peut effectuer les derniers ajustements pour atteindre la cible. Ce n'est pas un petit progrès, c'en est un majeur, car cela signifie que l'efficacité létale du drone explose littéralement. Et c'est ce que nous observons maintenant. Les Russes ont mis en place des liaisons de communication Starlink sur leurs drones. Je suis sûr que les Iraniens le font aussi. Et je serais surpris qu'ils ne l'aient pas déjà fait avant que les Russes ne les aident, car ils ont la technologie pour le faire. Tu sors acheter un terminal Starlink. Moi, j'en achète un et je l'envoie à mon ami iranien parce qu'ils vont l'interdire. Soit les Russes le mettent dans un camion et passent par le Turkménistan, soit ils traversent la mer Caspienne et le déposent. Donc vous savez, il suffit d'en avoir des centaines, sans même parler de milliers. Il y en a plus d'1 million en circulation et ils les vendent aussi vite qu'ils le peuvent. Ils essayent d'en fabriquer pour un marché commercial. C'est là que cette guerre est profondément différente des autres que nous avons connues par le passé. Pas totalement différente, car si l'on regarde la guerre en Irak, par exemple, on a vu l'introduction des téléphones portables, qui sont des appareils de très haute technologie. Mais on ne peut pas fabriquer un téléphone portable.
Je ne peux pas fabriquer un téléphone portable. Nous ne pouvons pas fabriquer les puces nécessaires, ni les dispositifs de détection. Mais c'est un appareil commercial. N'importe qui peut en acheter un. Ce n'est pas contrôlé. Il n'existe aucun moyen de le contrôler, aucun moyen de s'assurer que seules certaines personnes possèdent le téléphone, car c'est un objet commercial omniprésent. Donc je peux en acheter. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne relativement compétente qui sait comment relier le mécanisme de sonnerie à une mèche de détonateur. Et j'ai un téléphone commandé à distance, une munition improvisée pouvant être utilisée pour tuer des Américains occupant l'Irak et causer beaucoup de dégâts. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses pour essayer d'en limiter les effets. On peut utiliser des brouilleurs et ce genre de dispositifs. Mais, vous savez, on ne peut être efficace qu'à un certain point. Et si vous devez déployer toutes ces contre-mesures, vous ne vous contentez pas de circuler librement sur les routes en faisant ce que vous voulez. Il faut être très prudent, car vous ne voulez pas vous faire tuer. D'ailleurs, ce n'est pas très différent d'un pilote qui doit faire attention à ne pas se faire abattre par un missile iranien. Vous ne savez pas où se trouve le missile iranien. Vous ne savez même pas que vous êtes potentiellement illuminé par le radar avant la toute fin. Car les Russes, qui ont conçu une grande partie des radars utilisés par les Iraniens, ont longuement réfléchi à la manière de combiner l'optique et la radio. Donc, ces systèmes sont équipés de télescopes optiques et ils recherchent des avions. La raison pour laquelle ils font cela, c'est pour obtenir une bonne mesure de la position de l'avion, afin de n'avoir à activer le radar qu'à la dernière seconde. De cette façon, ils peuvent lancer un intercepteur vers lui sans que personne ne se rende compte de ce qui arrive. Il faut donc passer beaucoup de temps à scruter le ciel, tu sais, parce qu'en plein jour, repérer un intercepteur n'est pas si facile. La nuit, on peut le voir grâce à sa traînée. Mais même là, s'il vient droit sur toi, tu ne vois pas la section transversale de la traînée. La traînée paraît plus petite.